première, ça va être Dr. Sarah Elias, qui est notre résidente de médecine interne, qui est avec nous et qui va nous présenter ce matin l'hypercalcémie. Bonjour tout le monde, je vais essayer de sharer mon screen. Vous me laissez savoir si vous pouvez le voir. Oui, on le voit. Parfait, je vais juste essayer de le mettre en presenter mode. Est-ce que vous voyez en presenter mode, docteur? Oui, oui, mets-les plus en slideshow si tu veux pour que nous, on voit juste ta partie à toi. Parfait. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, très bien, merci. Parfait. Donc, je vais commencer. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Sarah Elias. Je suis résidente en première année en médecine interne. Présenter un sujet en 10 minutes, c'est quelque chose qui est un petit peu un challenge pour moi, surtout pour ceux qui me connaissent. J'ai tendance à être un peu detail-oriented, comme on dit. Fait que je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui, je vais parler de l'hypercalcémie. Donc, deux objectifs vraiment en 10 minutes, c'est vraiment d'essayer de développer une approche à l'hypercalcémie, puis vraiment de décrire brièvement les traitements de l'hypercalcémie en phase aiguë. Fait que l'hypercalcémie, comme vous le savez déjà tous, c'est un calcium sérique total corrigé de plus que 2,6 ou un calcium ionisé plus que 1,35. Fait que le point ici, c'est vraiment de toujours corriger votre calcium total, parce qu'on sait que le calcium total mesuré varie en fonction de l'albumine. Donc, allez toujours sur votre MD-Cal et faites ce calcul-là, parce que ça peut vraiment faire un gros changement. Fait que vraiment brièvement, je veux juste parler de l'homéostasie du calcium parce que ça vraiment vient à nous expliquer c'est quoi les causes de l'hypercalcémie. Fait que quand on regarde à l'homéostasie du calcium, il y a vraiment 3 hormones qui régulent le calcium. Premièrement, l'hormone parathyroïdienne. L'hormone parathyroïdienne va travailler au niveau des os, au niveau des reins et au niveau des intestins pour augmenter le niveau de calcium et de diminuer les niveaux de phosphate. Fait que quand l'hypercalcémie est liée à un phénomène qui est PTH dépendant, on va avoir un niveau de calcium élevé puis un niveau de phosphate qui est bas dans le sang. Tandis que si on regarde à la calcitriol, qui est la vitamine D, ça sert à augmenter le calcium et augmenter le niveau de phosphate. Fait que si on a un processus d'hypercalcémie qui est vitamine D dependent, on va avoir un calcium élevé ainsi qu'un phosphate élevé. La calcitonine, c'est plutôt le contraire. Ça agit quand le calcium est bas, fait que je ne vais pas rentrer dans les détails de la calcitonine. Donc, la présentation clinique. Fait que l'hypercalcémie, ça se présente d'une façon vraiment variable, mais il y a 2 facteurs qui vont guider la présentation. The acuity, mais aussi la sévérité. Fait qu'un calcium sévère, c'est souvent décrit comme un calcium plus que 3,5 ou même plus que 4. On entend souvent le mot hypercalcemic crisis en anglais. Fait que quand vous voyez des niveaux très élevés comme ça, c'est sûr que les patients vont être symptomatiques. Qu'est-ce qu'on voit plus souvent, c'est des calciums un petit peu élevés comme 2,8, 3, que les gens ne sont pas nécessairement symptomatiques ou ont des symptômes super non spécifiques. On entend souvent l'acronyme Bones, Stones, Crohn's and Psychiatric Overtones. Fait qu'au niveau des os, c'est des douleurs osseuses, l'ostéopénie, l'ostéoporose, les brown tumors qu'on entend souvent. Stone, c'est vraiment les néphrolithiases. Le diabète insipide néphrogénique, c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête parce que les patients avec l'hypercalcémie deviennent extrêmement hypovolémiques à cause de ça. Puis ça vient vraiment important dans le traitement. Autrement, des nausées, des vomissements, anxiété, dépression, de la confusion. Même au niveau cardiaque, on parle de bradycardie, même des blocs cardiaques. Un intervalle QT raccourci, c'est un peu le classique. Puis on peut même avoir des Osborne G-Waves sur le CG. Fait que l'approche à l'hypercalcémie, c'est vraiment ceci, c'est vraiment le takeaway de ma présentation. Fait qu'il y a vraiment 4 grosses questions. Fait que premièrement, confirmer l'hypercalcémie. Confirmer avec la correction avec l'albumine. La deuxième question, c'est est-ce que le PTH est élevé, normal ou faible? Fait que PTH élevé ou normal, ça va un peu ensemble. Puis la perle clinique ici, encore une fois, c'est vraiment si le niveau de phosphate est bas avec un calcium élevé, ça vous dit vraiment que le processus de l'hypercalcémie est PTH dépendant. La troisième question, c'est si le PTH est élevé, comment de calcium est-ce que j'ai dans mon urine? Donc, on fait soit une collecte d'urine de 24 heures ou un calcium creatinine ratio que vous allez voir sous peu. Puis si la PTH est faible, là, il faut regarder à d'autres causes, comme des causes qui sont
qui sont soit vitamin D dependent, donc on mesure le calcitriol et le calcidiol, ou des causes qui sont reliées à la PTHrP, qui est le PTH-related peptide, qui est un hormone qui peut être sécrété par plusieurs cancers. Fait que voici le petit diagramme. Fait que quand on parle de l'hypercalcémie, numéro 1, on mesure la PTH. Fait que si la PTH est élevée, ça nous pointe vers deux causes, soit notre hyperparathyroïdie primaire ou soit une maladie qu'on appelle FHH, qui est une hypercalcémie hypocalciurique familiale. Fait que qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? C'est vraiment l'excrétion du calcium dans l'urine. Fait que si le calcium dans l'urine est bas, ça nous pointe vers le FHH, puis si le calcium dans l'urine est haut, ça nous pointe vers une hyperparathyroïdie primaire. Encore une fois, si notre PTH est basse, là, on garde à la PTHrP, puis les niveaux de vitamine D qu'on va passer à travers brièvement. Hyperparathyroïdie primaire, c'est vraiment relativement simple. C'est que notre PTH, on a trop de PTH. Fait qu'encore une fois, on va avoir une hypercalcémie et une hypophosphatémie. Le plus commun, c'est vraiment dû à un adénome parathyroïdien. Puis très rarement, ça peut être causé par un carcinome parathyroïdien. Ça peut être dans les syndromes héréditaires, MEN1 et MEN2A essentiellement. Puis relativement, les patients ils ont une hypercalcémie modérée habituellement. Fait que ce n'est pas les hypercalcémies super sévères qu'on voit avec les conditions plus malignes. Les indications pour la chirurgie, je vais skipper juste à cause du temps, mais c'est bien important à savoir si vous avez un patient à l'étage avec une hyperparathyroïdie primaire, parce que c'est des indications basées sur l'évidence. Hypercalcémie hypocalciurique familiale, fait que c'est vraiment un syndrome autosomique dominant rare. Puis c'est habituellement causé par une malfonction des détecteurs du calcium sur les cellules parathyroïdiennes. Ça fait en sorte qu'il faut des concentrations sériques de calcium supérieures à la normale pour supprimer la PTH. Fait qu'encore une fois, même chose que l'hyperthyroïdie primaire, on va avoir une PTH élevée, une hypercalcémie habituellement légère, une hypocalciurie puis une hypermagnésémie. Fait que ces patients-là sont souvent asymptomatiques, puis ils nécessitent habituellement pas de traitement. C'est plus comme un incidental finding la plupart du temps parce que l'hypercalcémie est habituellement très légère. Puis la parathyroïdiectomie, encore une fois, ne corrige pas ce syndrome. Fait que l'hypercalcémie maligne. Fait que là, on tombe dans la version où notre PTH est faible. Donc, on ne parle plus des PTH-dependent process. Fait que l'hypercalcémie maligne, il y a différents processus. On sait que 90% de nos cas de hypercalcémie sont causés soit par une hyperthyroïdie primaire ou une hypercalcémie maligne. Mais l'hypercalcémie maligne, il y a plusieurs différents mécanismes. Fait qu'on parle de les PTHrP, fait que le PTH-related peptide, que soit le cancer des poumons, le cancer du sein, sécrète cette hormone-là. Donc, il faut vraiment tester le niveau de PTHrP tout seul. Des métastases ostéolytiques, où ça fait juste en sorte qu'il y a une résorption osseuse accrue qui augmente notre calcium. On peut avoir des processus vitamin D dependent, où on a une production extrarénale de la 1-alpha hydroxylase qui fait en sorte qu'on a beaucoup de vitamine D active dans notre sang. C'est surtout avec les maladies granulomateuses, mais certains cancers qui peuvent faire ça, c'est comme le lymphome. Puis des fois, on peut avoir une sécrétion ectopique de PTH. Les hypercalcémies malignes sont ceux qui sont les plus sévères, puis c'est souvent avec les cancers où les gens se présentent avec les hypercalcemic crises. Fait que les causes médiées par la vitamine D, vraiment rapidement, c'est soit les maladies granulomateuses, la sarcoïdose, la tuberculose, le lymphome de Hodgkin, ou une intoxication à la vitamine D. Puis c'est vraiment différencié entre qu'est-ce qui est haut? Est-ce que c'est la calcitriol ou est-ce que c'est la calcidiol? Si c'est la calcitriol, on garde vraiment nos maladies granulomateuses. Si c'est la calcidiol, on parle vraiment d'une intoxication à la vitamine D. Donc, juste vraiment brièvement, autre cause de l'hypercalcémie, c'est les médicaments, les thiazides, lithium, vitamine D et théophylline. Il y en a d'autres, mais ceux-là, c'est les plus communs. Puis, l'autre chose que je voulais vraiment mentionner brièvement, c'est l'hyperparathyroïdie tertiaire qu'on voit en insuffisance rénale chronique, mais c'est vraiment une insuffisance rénale chronique de longue date qu'on voit ça avec. Vraiment brièvement, parce que je sais qu'on arrive déjà aux 10 minutes, la prise en charge en phase aiguë fait que 4 ou 5 points vraiment importants. C'est numéro 1, c'est l'hydratation. Ces gens tendent à être super hypovolémiques pour plusieurs raisons.
Un, souvent parce qu'il y a des nausées et des vomissements. Deux, parce qu'il y a souvent une polyurie très importante avec le syndrome de diabète insipide. Donc, il faut vraiment restaurer le volume. Un, parce qu'ils sont hypovolumiques, mais deux, aussi parce que ça va augmenter l'excrétion de calcium urinaire. Numéro 2, c'est l'inhibition de la résorption osseuse. Fait qu'on utilise nos biphosphonates ou la calcitonine. On peut même utiliser les deux. Fait que le problème avec les biphosphonates, c'est que ça prend du temps à agir. Fait qu'on peut les donner IV, on donne le zoledronate ou le pamidronate. Le problème avec ça, c'est que ça prend 48 heures à commencer à agir et à commencer à avoir un effet. Quelqu'un qui a comme un hypercalcemic crisis, ça ne va pas vraiment travailler assez vite pour faire une différence rapidement. Donc, c'est là où on peut utiliser la calcitonine. La calcitonine, ça agit rapidement, donc ça commence à agir en dedans de 4 à 6 heures. Cependant, on développe une tachyphylaxie après 48 heures. Donc, souvent, si on a une hypercalcémie sévère, utiliser les deux ensemble, c'est une bonne option. La calciuréase, fait vraiment utiliser du furosémide pour deux raisons. Un, pour augmenter l'excrétion du calcium dans l'urine, mais de deux, ça nous permet aussi d'augmenter notre hydratation. Fait qu'on peut donner plus de volume, puis essayer d'éliminer le volume, mais aussi de permettre à vraiment excréter cet extra de calcium-là. C'est une de ces rares instances-là où on va donner des fluides et donner du furosémide. Puis c'est vraiment pour pousser le calcium en dehors de notre corps. Les glucocorticoïdes, c'est vraiment juste dans les processus qui sont, qu'est-ce qu'on dit, calcitriol dependent. Fait que ça inhibe la 1-alpha-hydroxylase. Fait que les processus qui sont comme dans les maladies granulomateuses, on veut inhiber ce processus-là. Les glucocorticoïdes sont une option. Puis dans des cas très, très rares, la dialyse est aussi une option. Fait que c'est pas mal tout pour moi. En 10 minutes, puis essentiellement, toujours traiter la cause. Fait que ça, c'est super important dans n'importe quel cas, mais c'est pas nécessairement l'approche la plus aiguë. Fait que c'est tout pour moi en 10 minutes. Fait que je sais pas si on a 1 minute de questions, mais j'espère. Il y a une question qu'on pourrait, mais c'est super impressionnant. Alors, pour l'auditoire, c'est facile de faire une présentation d'1 heure, 1 heure et demie, excessivement dur d'en faire une de 8 à 10 minutes. Alors, bravo, chapeau. Alors, je ne sais pas s'il y aurait une question avant qu'on passe à la prochaine. Je vous invite aussi de l'écrire dans le chat, comme ça, les résidents pourraient répondre aussi, là, si faute de temps aussi, là. Alors, merci. C'est la première fois que je comprends. Je trouve ça beaucoup plus simple qu'avant. Je vais quand même te demander en consultation pareil. Excellent. Merci. Alors, écoutez, on va passer à notre deuxième. Notre deuxième, c'est les fractures de stress avec Aaron Fahan, qui est notre résident R2 de médecine familiale. Parfait. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, sauf que j'ai massacré ton nom de famille. Désolée. Oui, aucun problème. Fait que, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Aaron Fahy. Je suis un R2 en médecine familiale. Puis l'année prochaine, je vais faire un 3 en médecine sportive. Fait que je voulais choisir un sujet qui touchait un petit peu aux deux sphères. Puis l'autre raison que je voulais vous parler des fractures de stress, c'est parce que depuis la pandémie, j'ai plusieurs amis qui ont commencé une habitude de course à pied. Puis malheureusement, ça a mené à des fractures de stress. Alors, je trouvais que c'était un sujet intéressant à discuter avec vous. Au niveau des objectifs aujourd'hui, je voulais juste qu'on identifie un peu les facteurs de risque pour les fractures de stress, différencier un petit peu les fractures qui sont à risque élevé des fractures à risque faible, puis parler un petit peu de la prise en charge selon le type de fracture. Alors, premièrement, c'est quoi au juste? Fait qu'une fracture de stress, c'est une blessure de surutilisation causée par un stress répété en compression ou en torsion. Puis, c'est important à savoir que c'est vraiment un continuum, ces genres de fractures de stress-là. Comme vous pouvez voir sur le graphique, là, ça commence avec une réaction silencieuse qui débute, qui passe à une réaction de stress, qui peut des fois être vue à l'imagerie, puis finalement à la fracture de stress qui implique la douleur qui est circonscrite à ce site-là, avec des changements qui peuvent être vus à l'imagerie. Il y a deux petites façons de se faire une fracture de stress. C'est sûr qu'il y a un nombre important de répétitions, comme la course à pied qui est très à risque, des sports avec des impacts répétés d'endurance. C'est ça qui va nous mener le plus souvent à une fracture de stress, ou des répétitions avec une charge importante. C'est les deux mécanismes les plus courants.
Au niveau de l'épidémiologie, c'est sûr que les femmes sont 2 fois plus à risque que les hommes. Puis il faut toujours suspecter ce diagnostic-là chez nos coureurs, nos gymnastes, nos militaires, puis nos athlètes de haut niveau. Mais tout le monde là, qui augmente leur volume ou charge d'entraînement peut subir une fracture de stress. Puis il y a certains sites qui sont plus à risque que d'autres. C'est vraiment facile de penser comme le plus bas possible, le plus distal, il est pas mal le plus à risque. Là. Fait que nos métatarses, plus que le tibia, plus que le dos, plus que le pelvis. Au niveau des facteurs de risque, il y en a plusieurs, puis il y a plusieurs facteurs prédisposants, mais le plus important à aller chercher à l'histoire, c'est un changement rapide de volume ou de charge de l'entraînement. Fait que le classique, là, c'est un homme ou une femme dans sa cinquantaine qui développe une passion pour la course à pied, qui décide qu'il veut s'entraîner pour un marathon, là, il se plaint de douleur qui est vraiment circonscrite au niveau de son pied ou de sa cheville. Les autres facteurs de risque importants, c'est déjà avoir fait une fracture de stress dans le passé. Ça, c'est le plus gros facteur de risque, ainsi que tout déséquilibre énergétique. Alors, des fois, on parle là, de la triade de l'athlète féminine. Fait que ces gens-là, des fois, ils peuvent avoir des troubles alimentaires qui mènent à des irrégularités menstruelles qui peuvent amener à des changements au niveau de la santé osseuse puis même de l'ostéoporose. Fait que chez ces athlètes-là, il faut le suspendre. Au niveau de un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des os, l'étape clé, c'est qu'il y a un impact, il y a un trauma qui crée comme une certaine congestion vasculaire. Mais ce qui m'a vraiment fait comprendre, c'est que les ostéoclastes qui travaillent au niveau des os, eux autres, ils dépassent l'activité des ostéoblastes, qui eux autres, leur job, c'est d'un peu recréer l'os puis reformer l'os. Fait que ce genre de mécanisme-là est surpassé par le trauma continu au niveau du site de fracture. Puis comme vous savez, là, fait que ça va être une douleur qui est vraiment être localisée au site de fracture. Puis si jamais là, il y a une douleur qui est comme plus ou moins sourde, qui devient une douleur aiguë et soudaine, il faut passer à une fracture complète. Alors, ce qui est clé là, pour le diagnostiquer, c'est premièrement, le diagnostiquer le plus tôt possible. C'est ça qui est démontré dans les études pour encourager un retour au sport le plus tôt possible. Puis de savoir qu'une radiographie négative, ça n'exclut pas une fracture de stress. Il y a plusieurs imageries qui peuvent être faites. Il y a l'IRM, le CT scan, le bone scan. Mais en général, l'IRM, c'est la meilleure imagerie. Mais d'habitude, on commence avec une radiographie d'emblée à cause de l'accessibilité. Alors, les fractures qui sont considérées à risque faible, premièrement, risque faible, ça veut dire qu'il y a moins de récurrence de ces fractures, il y a moins de risque de non-union, puis il y a moins de complications qui nécessitent des chirurgies tout court. Alors, les sites, il y en a plusieurs qui sont documentés dans la littérature, mais les sites les plus fréquemment documentés, c'est les fractures des 1er au 4e métatarses, les fractures du côté médial du tibia, puis aussi au niveau de la diaphyse fémorale et les côtes. Alors, ces fractures-là, on est moins inquiet, puis c'est peut-être moins nécessaire de penser à une référence à ce moment-là en raison du site anatomique. Ceux qui sont considérés plus élevés, c'est des sites là, comme c'est l'inverse, alors sont plus à risque d'avoir besoin d'une intervention chirurgicale, qui ont besoin d'être vus par ortho, plus de risque de fracture complète puis de non-union. Alors, le col du fémur, là, ça, c'est un endroit qui est assez à risque, notamment en lien avec la vascularisation. Le tibial antérieur, ainsi que la cheville et le pied. Il y a plusieurs endroits. Notamment le 5e métatarse proximal aussi. C'est un site qui est quand même fréquemment fracturé, malheureusement. Alors, ça, c'est comme un peu compliqué. C'est une image prise de up-to-date. Mais en gros, ce que ça nous explique, c'est s'il y a des symptômes qui suggèrent une fracture de stress, puis un examen qui suggère ça, on peut obtenir des radiographies. Si ça démontre une fracture, bien, on le traite comme tel. Si c'est négatif, mais c'est haut risque, à ce moment-là, on va aller directement avec une imagerie. Sinon, on peut le traiter d'emblée puis répéter la radiographie parce que ça peut prendre 1 mois, 2 mois avant que la radiographie démontre un changement. Alors, c'est un petit peu ça la prise en charge initiale pour les fractures de stress. C'est sûr que, comme je vous mentionnais, c'est ça, la radiographie peut être normale au début. Si jamais il y a quelque chose au niveau de la radiographie, j'ai montré deux images. Fait que le premier en haut, on peut avoir un épaississement du périoste qui entoure l'os, qui peut démontrer un fracture de stress. Puis on peut même avoir
une élévation du périoste. Puis ça, c'est démontré un petit peu plus bas aussi. Alors, ça, c'est des choses qu'on pourrait voir en aigu chez ces patients-là. Puis évidemment, on peut voir carrément une fracture dans des cas plus sévères. Prochain. Parfait. Alors, si jamais on trouve quelqu'un avec une douleur circonscrite à un endroit qui est considéré à risque faible, c'est sûr qu'on veut que la douleur, ça nous guide dans la période de récupération. Alors, c'est correct d'utiliser du Tylenol, glace, mais il ne faut pas nécessairement masquer la douleur avec des grosses doses d'analgésie. Ce qui est important, c'est de réduire la charge sur le site de fracture. Alors, quand c'est des zones plus à haut risque, comme par exemple le col du fémur, on va demander d'être non-weight-bearing, fait qu'on peut utiliser des béquilles pendant quelques semaines. Sinon, on peut utiliser une botte Samson, comme vous voyez dans l'image aussi, pour un petit peu plus pour le confort, en fait. Puis, ce qui est le plus important, c'est une mise en charge qui est progressive pour encourager le remaniement osseux. Alors, on ne veut pas nécessairement un repos complet, mais on veut qu'il y ait une certaine prise en charge afin de stimuler un petit peu l'os dans sa récupération. L'autre chose, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de déficience en vitamine D, calcium ou un trouble alimentaire qui aurait pu prédisposer à cette fracture de stress-là. Oups. Puis si on est à risque élevé, bien, à ce moment-là, en médecine familiale, ça vaut la peine de référer en médecine sportive ou en orthopédie à cause des risques. Mais les traitements possibles, en effet, ce serait des fois une immobilisation complète. Éviter la mise en charge complète aussi pour un certain nombre de temps, dépendamment de l'endroit. À l'occasion, ça va être chirurgical si jamais on a des fractures qui sont déplacées, par exemple, au niveau du fémur. Mais dans la plupart du temps, ça va être l'immobilisation complète suivie d'une progression des activités par la suite. Oups. Au niveau prévention, une bonne règle pour nos athlètes, surtout en course à pied, c'est de jamais augmenter la charge ou le volume d'intensité par plus de 10 par semaine. Alors ça c'est prouvé pour diminuer le risque de fracture de stress, s'assurer qu'on a un bon apport en vitamine D et de calcium. Toujours une progression adéquate de l'entraînement qui, avec une certaine musculation qui est impliquée dans le programme, ça c'est très important pour la santé osseuse. Puis finalement, une optimisation biomécanique. Fait que ça, par exemple, si on souffre d'un hallux valgus ou d'autres déformités au niveau des membres inférieurs, ça peut nous prédisposer pour ces fractures-là. Finalement, chez les patients qui ont déjà une fracture de stress, bien, pour prévenir une récurrence, adresser les troubles alimentaires, puis même considérer un DEXA scan pour évaluer pour l'ostéoporose chez nos patients avec des fractures répétées qui sont sous glucocorticoïdes ou une histoire familiale. Alors ça, c'est un petit survol bref là, des fractures de stress. Je pense qu'on est pas mal à 10 minutes encore. Fait que je vous remercie beaucoup de votre temps. Puis si jamais des questions, n'hésitez pas. Excellent, Aaron. Merci vraiment, vraiment beaucoup. Par faute de temps, j'ai demandé aux gens qui écrivent leurs questions dans le chat. Puis là, Aaron, il y en a une à toi. Je vais peut-être te demander de répondre à tout le monde. Parfait, merci. Alors, merci. Comme je vous dis à tout le monde, nous, c'est facile d'écouter ça pendant 10 minutes, mais on ne réalise pas comment difficile que c'est pour nos résidents de présenter en 10 minutes quand c'est des sujets si bons. Alors, merci beaucoup, Aaron. Alors, notre prochaine, c'est vraiment une première. C'est notre première résidente en chirurgie qui va présenter pour nous. Alors, je vous présente Marie-Pierre Lefrançois qui va nous présenter l'antibiothérapie versus l'appendicectomie pour l'appendicite aigu, des données à long terme. Alors, c'est à toi, Marie-Pierre. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, fais juste mettre peut-être à dire. Excellent. Tout est beau maintenant. Oui, c'est parfait. Donc, bonjour, moi c'est Marie-Pierre Lefrançois. Je suis R1 en chirurgie générale à l'Université d'Ottawa. Puis, comme le Dr. Pitt disait, là, en fait, je viens faire aussi des rotations à Montfort cette année. Donc, j'ai décidé de vous parler de, en fait, les données à long terme qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps par le CODA Trial par rapport au traitement médical de l'appendicite aigu versus l'appendicectomie. Donc, pour commencer, en fait, je vais faire un rappel de ce qui avait été publié par le CODA Trial en novembre 2020.
L'objectif de cette étude-là, en fait, c'était de clarifier l'efficacité du traitement médical de l'appendicite aiguë. Il y avait déjà eu plusieurs études qui avaient été faites dans le passé par rapport à ça. Par contre, il n'y avait jamais eu une étude qui avait inclus la présence d'un appendicolite et les risques de perforation aussi. Donc, c'était la première fois qu'ils incluaient ces patients-là dans leurs études. Puis finalement, au cours de l'étude, le contexte de la COVID-19 est arrivé, puis l'American College of Surgeons, ils trouvaient que c'était encore plus pertinent d'évaluer l'efficacité du traitement médical vu qu'il y avait une limitation au niveau des accès opératoires. Donc, par rapport à la méthode de l'étude qui avait été faite initialement, les critères d'inclusion, en fait, c'était des patients de plus de 18 ans qui avaient une appendicite qui était confirmée par une imagerie. Puis, comme je mentionnais, l'appendicolite et la perforation étaient inclus dans cette étude-là, ce qui faisait qu'il était différent des autres études qui avaient été faites précédemment. Puis, bien sûr, tous les critères d'exclusion, c'était n'importe quel critère, en fait, qui rendait l'appendice compliqué. Donc, un choc septique, une péritonite, une appendicite qui était déjà récidivante, un phlegmon qui était sévère à l'imagerie, des abcès, de l'air libre ou un peu plus que juste un peu de liquide libre. Puis finalement, une imagerie qui était suggestive d'un cancer, de l'appendice, du néoplasie. Pour ce qui est de nos différents groupes, donc le groupe médical se faisait offrir minimum 24 heures d'antibiotiques intraveineux, puis par la suite, si le patient allait bien, il changeait par Péros pour un total de 10 jours d'antibiotiques. Par contre, l'appendicectomie était recommandée s'il y avait un développement de péritonite diffuse, choc septique ou s'il y avait une augmentation des symptômes après 48 heures d'antibiotiques. Sinon, notre groupe, c'était chirurgie, donc par laparoscopie ou ouverte, dépendamment de ce qui était le plus approprié pour le patient. Les outcomes qui étaient évalués dans cette étude-là, donc le outcomes primaire, en fait, c'était le statut de santé à 30 jours après le congé, selon le European Quality of Life 5 Dimensions. Ça, c'est comme un questionnaire qui évalue en fait l'état de santé d'un patient de 0 à 1, 1 étant le plus totalement en santé, en fait. Puis, pour ce qui est des outcomes secondaires, il y en avait plusieurs, mais ceux qui nous intéressaient le plus, c'était entre autres le taux d'appendicectomie chez les patients qui avaient été à la base traités médicalement, puis sinon des effets indésirables sérieux. Le NSQIP, en fait, c'est des complications, c'est une liste de complications que je vous ai épargné les détails, là, mais ça va être important pour la suite. Puis sinon, c'est ça, il y avait d'autres sortes de outcomes secondaires qui avaient été évalués aussi. Donc, les conclusions de cette étude-là, en fait, pour notre outcome primaire, qui était le statut de santé selon le questionnaire, on voit qu'il y avait une non-infériorité du traitement médical. Donc, les patients qui avaient été traités par antibiotiques, leur statut de santé était évalué à 0,92 versus 0,91 pour la chirurgie. Donc, il n'y avait vraiment aucune différence. Puis même pour les patients qui avaient initialement une appendicolite, on sait que d'avoir une appendicolite, en fait, ça augmente les risques de complications. Donc, c'était quand même surprenant qu'il n'y avait aucune différence entre les deux initialement. Puis, pour ce qui est de nos outcomes secondaires, à 2, 30 et 90 jours après la randomisation, il y avait eu en fait 11, 20 et 29 % des gens qui avaient subi une appendicectomie. Puis, sans surprise, c'était plus élevé le risque d'avoir eu une appendicectomie par la suite avec un appendicolite, des gens qui avaient eu une. Puis pour les complications, en fait, il y avait un peu plus de complications chez les gens qui avaient été traités par antibiotiques, donc 8 versus 3,5 % pour le groupe chirurgie. Les autres données là, qui avaient été évaluées, ce qui est intéressant, ce qui est ressorti qui est intéressant, c'est que le traitement médical, il manquait moins de travail. Par contre, il y avait plus de visites à l'urgence par la suite là, pour tous les gens qui s'étaient représentés avec des symptômes récidivants. Puis aussi, je pense que ce qui est important, puis je vais en parler vers la fin, c'est qu'au total, il y a 9 néos qui ont été trouvés chez les gens qui ont été opérés et les gens qui ont été traités initialement avec les antibiotiques, mais qui ont dû subir une appendicectomie par la suite. Donc, 7 et 2 dans nos deux groupes. Puis, je vais en parler un petit peu plus tard là, de qu'est-ce que ça signifie. Là, j'ai mis des tableaux. On va passer vite. Bon, donc, on arrive à nos données à long terme qui ont été publiées le 16 décembre 2021, donc ça fait vraiment pas longtemps. Pour ce qui est de la méthode, c'était exactement les mêmes patients qui avaient été randomisés initialement pour le CODA trial. Puis, pour ce qui est d'une définition des récurrences de l'appendicite, eux, ce qu'ils ont déterminé, c'était l'appendicectomie qui avait été indiquée primairement en raison de symptômes cliniques, puis qui avait eu lieu entre 31 jours et 365 jours après la randomisation. Puis, évidemment, les appendicites, dans ces cas-là, avaient été confirmés avec la pathologie. Donc, je pense qu'un des éléments essentiels de ce qui est ressorti de cette étude-là,
c'est qu'en fait, après 2 ans de randomisation, on perdait énormément de patients au suivi. Donc, la partie importante, là, je dirais que c'est la deuxième ligne ici. Donc, à 1 an, on avait quand même 79 % des données qui étaient disponibles. 2 ans, 57 %, mais à partir de 3 ans, ça diminue à 10 % des données qu'on a été capable de compiler. Puis, c'est même descendu à 5 % pour 4 ans. Donc, ça, c'est quand même vraiment significatif. Mais par contre, le taux d'abandon était somme toute comparable dans les 2 groupes. Les données qui sont sorties des données à long terme, en fait, donc le taux d'appendicectomie chez les gens qui avaient initialement reçu des antibiotiques, à 1 an, montait à 40 %, 2 ans, 46 %, puis à 3 et 4 ans, c'était autour de 50 %. Pour ce qui est des risques de complications, c'était quand même similaire. Là, donc, la perforation, 20 % des gens traités avec des antibiotiques avaient fini par avoir une perforation versus 16 % des gens dans le groupe chirurgie. Puis, il y a aussi 16 % des gens qui ont nécessité un traitement antibiotique additionnel, dont 66 % de ces gens-là ont fini par avoir une appendicectomie. Puis, pour ce qui est des néoplasies, il y a encore 2 néos additionnels qui ont été trouvés chez le groupe antibiotique par rapport aux gens qui ont fini par avoir une appendicectomie. Donc, il y avait quelques limitations quand même à l'étude. Ce que j'ai mentionné, c'est qu'on a perdu énormément de patients après 2 ans de suivi. Il n'y avait aussi pas vraiment de définition universelle sur ce qui était le timeline qui était une récurrence d'une appendicite. Donc, c'est comme les gens d'études qui ont inventé cette définition-là. Il y a aussi beaucoup d'utilisation de rapports de patho qui étaient non standardisés ou sinon absents. Puis finalement, ce qui est intéressant, c'est que chez les gens qui ont eu initialement le traitement antibiotique, puis qui ont nécessité un autre traitement d'antibiotique plus tard pour des symptômes similaires, mais qui n'ont jamais fini par se faire opérer, eux, ils n'ont pas été comptés du tout comme une récurrence parce qu'on ne pouvait pas confirmer le diagnostic pathologique. Donc, ça peut quand même permettre de sous-évaluer le nombre de récurrences, selon moi. Donc, somme toute, ce que je retiens de l'étude, c'est qu'au final, 50 % des patients qui ont été traités médicalement vont éventuellement nécessiter une chirurgie. Puis ce chiffre-là est même à 30 % à 90 jours, ce qui est quand même très, très court comme intervalle de temps. Par contre, ça peut être intéressant quand même de penser au traitement médical dans le contexte de la COVID-19 en sachant qu'on a moins d'accès aux salles opératoires, puis qu'il y a des patients qui peuvent attendre un petit peu plus longtemps, puis risquer en fait d'avoir des complications si on pense tout le temps juste à la chirurgie. Un élément important, c'est que je pense que c'est important de discuter avec les patients que si on opte pour l'option traitement médical, donc avec les antibiotiques, il y a un risque qu'on manque des néos de l'appendice. Puis ça, il y a probablement des patients qui ne sont pas du tout prêts à vivre avec ce risque-là, puis qui préféraient d'emblée avoir la chirurgie versus d'autres patients que ça ne leur dérange pas vraiment, sachant qu'autour de 1 % des appendicites sont causés par des néos de l'appendice. Puis, en plus, on n'a pas vraiment de données claires sur un délai de diagnostic, quel impact que ça a sur le pronostic. Donc, je pense que c'est une discussion à avoir avec le patient. Par contre, ça peut sembler vraiment évident pour nous, les chirurgiens, je trouve, des fois, de proposer le traitement chirurgical parce que c'est la meilleure manière de ne pas avoir d'autres problèmes par la suite. Mais il y a une étude aux États-Unis qui a démontré que, en fait, 83 % des patients, une fois qu'ils se font expliquer les risques et bénéfices de chacune des options, seraient prêts à essayer le traitement médical en premier. Donc, somme toute, je pense que c'est une discussion à avoir un à un avec chacun des patients, de leur proposer les faits, de leur donner les chiffres justes. Puis, comme ça va leur permettre d'avoir un consentement qui est éclairé, en fait, puis de pouvoir donner le traitement que le patient, au final, décide d'avoir. Donc, c'est pas mal ça. Excellent. J'aime beaucoup tes points à retenir, parce que c'est exactement la question que j'étais pour te demander. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Là? Mais je trouve ça bien. Là, 30 % à 90 jours qui ont une chirurgie, quand même 70 qui n'en ont pas. Alors, je trouve ça bien. Alors, comme tu mentionnes, c'est rassurant dans ces temps de COVID-là avec les délais qui vont être encore longs. Là. Tu fais de la bonne médecine, même si tu donnes des antibiotiques. Alors, je trouve ça vraiment bien. Alors, merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était excellent. Encore une fois, je rappelle que c'est vraiment pas facile pour nos résidents de faire ça si rapidement et si bien. Il y a des questions pour toi dans le chat, Marie-Pierre. Je vais te demander de bien vouloir les répondre. Parfait, merci. Alors, si vous voulez, on va passer à notre 4e sujet. C'est ça que j'aime du matin. Hein? On va de fracture à de l'appendice, à de l'hypercalcémie. Là, on va parler de l'hyperémesis gravidarum avec Isabelle Letourneau, qui est notre R3 en obstétrique. Là, tu es en mode présentateur. Si tu veux, je te mette en slideshow, là, ça va être parfait. OK. Excellent.
OK. Bonjour, je m'appelle Isabelle Etourneau, je suis une des R3 en obstétrique et gynéco, puis je suis une des résidentes de l'hôpital Montfort et de TOH aussi. Là, donc, aujourd'hui, je vais parler de l'hyperémesis gravidarum. Donc, évidemment, c'est un peu difficile là, des fois de faire tout ça en 10 minutes. Donc, je vais y aller assez rapidement. Puis, s'il y a des questions par après, n'hésitez pas à me poser. Donc, une petite introduction. On parle de nausées et vomissements là, de la grossesse. Donc, l'incidence, on parle de 50 à 80 des femmes enceintes. Le début est vers la 5 à 6e semaine, de façon plus sévère vers la 9e semaine. Puis, en général, ça va arrêter vers 16 à 20 semaines. Mais pour ce qui est de l'hyperémesis gravidarum, il y a environ 3 des femmes là, que ça va continuer jusqu'à la fin de leur grossesse, qui est absolument terrible là, pour ces madames-là. Donc, ça peut aller de très léger à vraiment apporter une détresse grave puis débilitante là, pour ces patientes-là. Ça peut avoir des répercussions négatives sur la qualité de leur vie au niveau des relations familiales, au niveau du travail, donc manque plusieurs heures en raison là, de ces nausées et vomissements-là. Au niveau de plus spécifiquement l'hyperémesis gravidarum, donc si vous voyez en bas sur le diagramme, on parle de nausées, vomissements en grossesse, qui est un côté du spectrum, puis l'hyperémesis gravidarum est vraiment là, de l'autre côté de façon un peu plus grave. Donc, ça affecte environ 0,3 à 2 là, des grossesses, donc beaucoup moins, mais c'est vraiment quand même la cause principale d'hospitalisation durant la première moitié de la grossesse. Puis vraiment, en termes de définition, on parle de vomissements incoercibles au cours de la grossesse qui commence avant la fin de la 22e semaine de gestation. Ça peut également être du niveau un peu plus léger, donc on est capable de s'occuper des patientes de façon ambulatoire, mais ça peut aller jusqu'à sévère, où ces madames-là se présentent à l'urgence, puis ils peuvent même avoir des troubles métaboliques comme déplétion, déshydrate de carbone, déshydratation, déséquilibre hydrolytique, cétonurie sévère et vraiment des fois la perte de poids jusqu'à 5 par rapport au poids de pré-grossesse. En termes, il ne faut pas oublier, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, il faut vraiment faire sûr que ces madames-là n'ont pas d'autres diagnostics là, liés au niveau métabolique, cérébraux, au niveau de drogue. Puis, il faut vraiment éliminer là, d'autres causes. Puis, on peut en parler un peu plus tard. Au niveau des facteurs de risque, donc, on parle d'une certaine hérédité maternelle. Si la madame elle a déjà eu une grossesse antérieure qui a été touchée par l'hyperémesis gravidarum, donc ça augmente le facteur de risque, on parle d'environ 20 de ces madames-là qui vont avoir la même chose pour la prochaine grossesse. Un faible IMC au niveau de la mère et des troubles psychiatriques et de l'humeur. L'incidence est vraiment plus élevée pour les grossesses multiples, les môles idatiformes, connus sous le nom là, de grossesse molaire. Aussi, le fœtus est de sexe féminin, donc c'est quand même un risque relatif là, de 1,5. Au niveau de l'étiologie, donc c'est que des théories. On parle d'augmentation peut-être rapide d'hormones liées à la grossesse, au niveau de la HCG, au niveau de l'estrogène, progestérone. Une autre hypothèse est du niveau d'une motilité gastro-intestinale qui serait anormale, donc motilité retardée ou dysrythmique ou augmentation de reflux gastro-œsophagien et constipation qui pourrait être contributoire. Puis une composante génétique qui semble avoir été démontrée. Au niveau de complications maternelles, donc il peut y avoir des complications très graves pour certaines patientes, puis évidemment, on ne veut pas se rendre jusqu'à ce point-là. Donc, d'insuffisance rénale aiguë, pour certaines madames qui ont des vomissements là, comme plus que 20 fois par jour. Il pourrait avoir comme rupture diaphragmatique, rupture œsophagienne, déchirure de Mallory Weiss, encéphalopathie de Wernicke, puis hypotrombinémie, donc s'il y a vraiment une carence là, de vitamine K. Donc, ça, on parle vraiment extrême qui peut être évidemment là, beaucoup plus grave et qu'on ne veut pas voir souvent. Au niveau fœtal, on parle de risque de faible poids à la naissance, une naissance prématurée, petite taille pour l'âge gestationnel, donc un PAG, faible score d'Apgar, puis ça peut même amener un placenta abruptio qui aura un impact fœtal. Au niveau de la modification du régime alimentaire et des habitudes de vie, donc il y a peu de preuves scientifiques là, vraiment sur cette efficacité-là pour vraiment soulager les nausées et les vomissements de grossesse. Donc, c'est vraiment recommandé d'encourager les madames à manger ce qui leur plaît et ce qui est sécuritaire en grossesse.
Ce qui peut aider, c'est de cesser les vitamines prénatales contenant du fer en premier trimestre parce que ce n'est pas le moment où les besoins sont augmentés, puis plutôt remplacer par de l'acide folique ou des vitamines faibles en fer. Puis le besoin de sommeil augmente au début de la grossesse, puis la fatigue peut vraiment intensifier les nausées puis les vomissements de grossesse. Donc, c'est important de faire cette recommandation-là au niveau des patientes. Au niveau de traitements non pharmacologiques qui sont sécuritaires et accessibles pour les patientes, on parle de gingembre qui peut soit être ajouté à la nourriture ou aux produits trouvés en pharmacie là, à une dose de 250 mg jusqu'à 4 fois par jour. On parle d'acupuncture et acupression. Donc, on peut voir l'image ici là, au niveau de la stimulation du point P6 qui s'auto-administre facilement. Ou la psychothérapie aussi, donc une thérapie cognitive basée sur la pleine conscience qui a eu une certaine efficacité comme complément là, à la pyridoxine. Donc, en parlant de pyridoxine, donc ici un petit algorithme là, de comme qu'est-ce qui est la première étape jusqu'à la dernière au niveau des traitements pharmacologiques. Donc, notre première ligne est la pyridoxine, vitamine B6, qui peut être utilisée jusqu'à 4 fois par jour en monothérapie ou avec la doxylamine, qu'on trouve sous le nom de diclectin. On commence par 4 tablettes, un comprimé le matin, un l'après-midi et 2 couchés, puis peut même être augmenté jusqu'à 8 comprimés par jour, puis même jusqu'à 12 là, dans certaines études. C'est un soulagement qui est non immédiat, donc c'est plutôt préventif. Mais il y a beaucoup de madames là, qui vont trouver des soulagements à cette étape-ci. Puis c'est important que s'il y a des soulagements, de diminuer le diclectin de façon non soudaine. Deuxième étape, on parle de Gravol, qui peut être utilisé de façon PO-PR. Donc, c'est un antagoniste des récepteurs H1. C'est super bon pour les traitements aigus ou soudains, mais peut être utilisé de façon chronique. Au niveau deuxième étape, donc on parle de méthoclopramide ou prochlorperazine, donc cytéméthyle, qui peut être utilisé de façon PR, qui peut être utile pour certaines patientes là, quand vraiment qui ne tolèrent pas leur thérapie orale. Donc, c'est des antagonistes des récepteurs de la dopamine. Puis, c'est important de parler des patientes là, au niveau des effets secondaires extrapyramidaux possibles pour qu'elles sachent là, de se présenter à l'urgence si ça l'arrive. Puis ici, ce que je voulais highlighter aussi, c'est comme Zofran. Donc, j'ai des fois vu des madames qui sont sûrement sur cette monothérapie-là. Donc, c'est vraiment un traitement plus de dernière ligne, de façon ambulatoire. Les données sur l'innocuité et l'efficacité sont quand même encore contestées. Puis, il a été démontré certains cas de risque accru d'anomalies congénitales. Donc, on parle de malformation cardiaque puis fente palatine. Au niveau notre dernière étape, quand que les patientes sont plus admises à l'hôpital, donc on parle de méthylprénisolone qui peut être utilisé pendant 24 heures, c'est associé à des cas de bec de lièvre ou avec ou sans fente palatine. Donc, c'est important d'être vraiment un dernier recours dans les 10 premières semaines, qui est la période critique pour la fissure labiopalatine. C'est vraiment pour les cas réfractaires ou qu'à ce moment-là, c'est un risque-bénéfice. C'est important de penser à autres causes ou d'autres facteurs aggravants, donc déséquilibre thyroïdique, thyrotoxicose, infection H. pylori au niveau pancréatite, hépatite, syndrome d'hyperémèse cannabinoïde qui peut être aussi pensé, puis traitement des troubles de l'humeur qui peut être considéré pour certaines patientes. Au niveau des traitements d'appoint, donc on parle d'important de penser au traitement du reflux gastro-œsophagien, donc avec des antiacides comme ranitidine, pantoprazole, ou des traitements de la constipation pour améliorer au niveau gastro-intestinal. Puis la réhydratation, donc je n'ai pas embarqué de quand est-ce qu'on admet ces patientes-là, mais évidemment, s'ils sont déshydratés, il y a besoin de réhydratation de façon aiguë, mais des fois peut être considéré de façon chronique pour ces patientes-là si ça va jusqu'à la fin de leur grossesse, qui peut être par traitement parentéral à domicile. C'est tout, c'était rapide. Si jamais vous avez des questions du point de vue, quand les patientes sont admises, n'hésitez pas à me le demander dans le chat, puis je vais y aller un petit peu plus en détail. Excellent. Merci beaucoup, Isabelle. C'était très, très bien. Je suis contente. Moi, j'ai eu ça jusqu'à 20 semaines. Alors, je suis contente de savoir que je fais partie de tes statistiques. Là, puis c'est vrai que mes filles m'ont donné plus de nausées que mon garçon. C'est drôle, hein? Ton N de 1 est bon. Alors, écoute, merci beaucoup. Alors, je vous invite à écrire vos questions dans le chat et encore
C'est toujours excellent. Comme je vous dis, moi, c'est une de mes matinées de savoir les favoris parce que j'ai le temps de faire le tour du monde en médecine grâce à tous nos résidents. Alors, si vous voulez, on va avoir notre dernier résident qui va nous présenter, Dr Nicolas Boucher, R4 en psychiatrie, qui va nous présenter les lignes directrices pour la dépression chez les personnes âgées. Alors, Nicolas, je te laisse nos derniers 10 minutes. Je vais ouvrir ma caméra. J'arrive pas à le faire, en fait. On voyait bien ton écran, par exemple. Ah, là, on le voit. J'essaie de le faire professionnellement avec ma face. Bon, vous voyez bien maintenant? Oui, excellent. Okay. Mon Internet est un peu choppy, fait que si jamais ça ne va pas bien, je vais éteindre ma caméra, faites juste me laisser savoir oralement parce que je ne regarderai pas le chat en même temps. Donc, je vais présenter aujourd'hui les lignes directrices de la prévention, le traitement de la dépression en gérontopsychiatrie, mes divulgations. Je n'ai pas de conflit d'intérêt financier, je ne suis pas un expert, puis je ne suis pas un expert des ressources locales, puis c'est juste un aperçu étant donné le temps qu'on a. J'ai oublié de le dire sur ma première slide, mais j'ai travaillé un peu avec Dr Michel Tremblay, gérontopsychiatre. Elle a regardé ma présentation, puis elle m'a donné un peu de feedback. Fait que c'est ça, c'est les lignes directrices canadiennes, prévention, traitement, puis évaluation, fait par la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. Fait que les auteurs, c'est évidemment un groupe d'experts, notamment un expert d'Ottawa, Dr Raberou. En intro, j'ai mis quelques statistiques ici, mais essentiellement, pour dire qu'on est dans le tsunami gris, l'importance démographique des personnes âgées augmente, puis la prévalence de la maladie mentale chez les personnes âgées est significative, puis les données qu'on a la sous-estiment, ça va juste aller en augmentant. En termes de méthode, la façon dont ça a été fait, c'est une revue littérature en 2006 puis 2018 qui a mené un total de 344 articles qui ont été présentés à la conférence de 2020 de gérontopsychiatrie pour permettre une revue par les pairs. C'était des sous-groupes des auteurs qui ont travaillé sur différents aspects. Puis pourquoi 2006 à 2018? Parce qu'il y avait des guidelines antérieures à ça qui avaient été publiées en 2018. Fait que la catégorie de la prévention, c'est une nouvelle catégorie dans les guidelines de cette année. Dans les guidelines récents, parce qu'on est déjà en 2022, ils ont sorti à l'été passé, là, 2021. Fait que, en termes de prévention, j'ai mis quelques petites choses en caractère gras à travers la présentation. Fait que s'il y a des gens qui veulent juste prendre des take-home, vous pouvez regarder juste ça. Mais dans le fond, les interventions visant à diminuer la solitude puis l'isolation sociale sont une des principales stratégies pour prévenir la dépression. Fait que activité physique, favoriser les visioconférences avec la famille, la thérapie horticole, la prescription sociale, fait que prescrire n'importe quelle activité a un caractère social chez les personnes âgées. Docteur Tremblay, elle disait, ce que je veux que mes personnes âgées fassent, c'est de l'activité physique, de l'activité sociale, de l'activité cognitive, fait que mots croisés ou quoi que ce soit. L'approche par soins de palier, ça fait que c'est d'y aller d'étape par étape. Dans le fond, le step care, fait que le watchful waiting, bibliothérapie, thérapie cognitive comportementale, résolution de problèmes, puis TCC, qui sont les approches psychothérapeutiques les plus reconnues en gérontopsychiatrie. Fait que ça peut réduire l'incidence de l'anxiété et de la dépression, notamment dans les logements communautaires. Puis l'activité physique, j'en avais déjà un peu parlé, mais ça diminue le risque d'une dépression future. Fait que pour le dépistage et l'évaluation, les cliniciens devraient connaître les facteurs de risque. Fait que ça, c'est une recommandation. Fait que je vais les énumérer ici, même si c'est une grosse liste, parce que c'est quand même vraiment important. Puis c'est là que c'est important de faire un dépistage. Fait que 3 à 6 mois après un deuil, les symptômes dépressifs, même s'ils n'atteignent pas nécessairement le seuil de diagnostic, le déclin fonctionnel ou une réaction disproportionnée sur un deuil, l'isolation sociale, les plaintes de mémoire, les maladies chroniques invalidantes, les maladies récentes, les troubles du sommeil persistants, les plaintes somatiques, anxiété de nouveau. Les personnes âgées développent rarement une nouvelle anxiété en absence d'autres problèmes, refus de manger, négligence de ses soins, hospitalisation prolongée ou récurrente, puis diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs ou démence, AVC, institutionnalisation.
Fait que dans le fond, il recommande d'utiliser des outils appropriés pour l'âge, soit le PHQ-9 qui est auto-administré, fait qu'il ne faudrait pas poser les questions du PHQ-9, puis le Geriatric Depression Scale qui est peut-être un peu plus long, mais un peu plus spécifique, surtout si on va référer en gérontopsychiatrie. À l'hôpital, dépisté à l'admission ou quand le patient est stable, j'ai fait ma consultation liaison, puis le nombre de gens que j'ai eu à évaluer après un dépistage positif alors qu'il venait d'être admis, il venait d'avoir un diagnostic de cancer, c'est un peu exagéré, fait que ça vaut la peine d'attendre un peu. Il parle du Cornell Scale for Depression and Dementia quand il y a une démence comorbide. Fait que dépistage et évaluation, suivant un dépistage positif, il recommande une évaluation biopsychosociale complète. Puis si on définit ça, c'est essentiellement une consultation psychiatrique, fait que faut au moins approfondir un peu avant de référer en psy. Puis, dans les CHSLD, il faut faire des dépistages suivant la mission, à intervalles réguliers, puis quand il y a un changement. Puis, si une dépression est suspectée, il faut demander directement s'il y a un risque suicidaire ou des intentions, des idées suicidaires. Fait que le traitement, dans un premier lieu, si c'est un trouble d'adaptation, il recommande des interventions psychosociales, psychothérapie, puis ensuite d'augmenter vers quelque chose de plus si ça atteint les critères diagnostiques. Si c'est mineur puis moins d'un mois, il ne recommande pas nécessairement d'aller tout de suite vers la médication. Fait que commencer par psychothérapie puis autres soutiens social. Dysthymie, il recommande d'y aller avec les non-pharmacologiques en première ligne. Puis si c'est persistant, d'y aller avec médicaments si les patients le souhaitent. Si c'est léger à modéré, il recommande médication, psychothérapie ou les deux. Si c'est sévère, combinaison si possible. Combinaison de psychothérapie et pharmacothérapie, à moins que ce soit contre-indiqué. Puis des fois, les contre-indications, il y a des contre-indications à la psychopharmacologie, à la psychothérapie. J'ai une patiente qui avait un COPD tellement sévère qu'elle n'était pas capable de parler. Donc, définitivement, pas capable de faire de la psychothérapie. Aussi, pour les troubles sévères, l'ECT, c'est la première ligne. Puis les conditions qui sont non, tu n'as pas besoin de toutes les rencontrer. Fait que quelqu'un qui a une réponse antérieure, qui a une préférence, qui est suicidaire, qui a de l'anorexie, qui est psychotique, qui a eu des échecs à d'autres traitements, c'est tous des patients chez qui c'est en première ligne. Fait que même le critère de préférence. Puis, si on a déjà eu une bonne réponse, on peut considérer le traitement de maintien. Fait qu'encore au niveau du traitement, ECT, s'il y a eu des caractéristiques psychotiques, puis traitement avec antipsychotiques également. Les références en psychiatrie qui ne devraient pas être justement pour n'importe qui a un trouble d'adaptation. Fait que c'est si les dépressions sont sévères ou psychotiques, et ou bipolaires, avec idée ou intention suicidaire, comorbide avec substance, puis démence. La pharmacogénomique, ça peut être l'avenue, mais ce n'est pas recommandé en première ligne du tout. Psychothérapie, les plus reconnus, comme je disais, TCC puis thérapie de résolution de problèmes, mais les autres aussi ont du soutien, les thérapies corps-esprit comme le yoga, les thérapies par téléconférence, etc. Fait que pharmacothérapie, il y a quelques nouvelles perles cliniques qui se sont ajoutées dans ces guidelines-là. Il y a le même taux de réponse chez les personnes âgées, fait qu'il faut être enthousiaste. Plus de comorbidité médicale, fait qu'il faut faire des choix judicieux. L'identification des comorbidités psychiatriques dont le tag est importante. Il faut faire attention à l'utilisation des benzodiazépines puis l'éviter si c'est juste une dépression. La sertraline et la duloxétine devraient être considérées première ligne. Ça, c'est nouveau. Escitalopram, citalopram peuvent être considérés selon le QTC. Le choix d'antidépresseurs le moins cholinergique possible. Puis il recommande même d'utiliser UpToDate pour vérifier les interactions pharmacologiques. Il faut vérifier les effets secondaires sérotoninergiques. Garder les tricycliques pour la troisième ligne. Puis si on les utilise pour favoriser nortriptyline puis des hypramines. ISRS, ça aussi, c'est nouveau. Il faut questionner l'hyponatrémie puis demander un sodium s'il y a un antécédent. Puis, indépendamment de la présence d'un antécédent de SIADH ou d'hyponatrémie, il faudrait faire un niveau à 2 à 4 semaines après. Fait que ça, c'est nouveau. Puis, les suivis, ça devrait être à toutes les semaines ou 2 semaines. Il faut attendre avant de faire un changement. Dans le fond, pas
faire des essais valides. Fait qu'attendre de 2 à 4 semaines. Ensuite, on peut ajouter de la psychothérapie ou faire des changements au niveau de la pharmacothérapie. On ne recommande pas les inhibiteurs de la monoamine oxydase, la fluoxétine à cause de sa longue demi-vie, la paroxétine à cause de ses effets anticholinergiques. Puis, il faut maintenir le traitement pour 2 ans, puis au moins 1 an après la rémission. Puis évaluer l'adhérence, les comorbidités physiques, les effets secondaires puis consommation d'alcool s'il n'y a pas de bonne réponse. Les antidépresseurs de façon continue si les gens ont eu au moins 2 épisodes, si les épisodes sont sévères, puis s'ils ont eu besoin de CT. Puis, au niveau des populations spécifiques, j'ai mis des affaires ici par rapport aux troubles bipolaires, mais vous pouvez référer en psy dans ces cas-là. En démence, les antidépresseurs n'ont pas autant d'évidence, fait qu'on peut commencer avec les interventions comportementales. Puis, en post-AVC, suivi étroit, sans nécessairement de traitement, c'est juste un gros facteur de risque, mais on ne fait pas de traitement d'emblée. Puis, si quelqu'un a une dépression post-AVC, ISRS en première ligne, puis ISRS en première ligne également si les gens ont du Parkinson. Fait que les mêmes auteurs ont fait des lignes de directives pour les autres troubles que j'énumère ici. Ça, c'est un peu juste les slides de méthode, comment ça fonctionne. Puis ça, c'est quelques ressources pour la pharmacothérapie. Fait que ça complète pas mal ma présentation. Incroyable, incroyable. Merci vraiment beaucoup, Dr. Boucher. Excusez pour le rythme effréné. Non, mais écoute, c'est notre faute. Là. C'est nous autres. Vous êtes trop de... Il faudra qu'on le fasse en 2 sessions, je pense, pour s'assurer que les résidents, vous avez beaucoup de temps. Mais encore, je dis à tout le monde, c'est très, très dur. Une présentation en 10 minutes, facile en 1 heure, mais dure en 10 minutes. Alors, excellent. Il y avait juste une question quand on va avoir le temps. La psychothérapie dans les soins de longue durée, est-ce que ça existe? C'était une de mes divulgations. Là. Je ne suis pas un expert en termes de ressources. Fait que, il y a des... c'est ça. Je ne suis pas sûr exactement de qu'est-ce qui est disponible, mais je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Est-ce que c'est disponible au sein du CHSLD ou est-ce que ça devrait fonctionner par les mêmes autres ressources là, comme Ottawa Jewish Family Services ou Ottawa Christian Family Services? Alors, c'était nous à regarder, mais non, je trouve ça. Excellent. Alors, écoutez, je suis excessivement... Wow, je ne peux pas dire, là, c'est fantastique d'avoir 5 présentations, un survol incroyable de plusieurs sujets. On a parlé de l'hypercalcémie, on a parlé de les antibiotiques avec une appendice, le stress, les fractures de stress, les thérapeutiques puis la dépression chez personnes âgées. Il n'y a nulle part au monde que tu peux avoir 5 sujets aussi variés, donnés d'une si belle qualité. Alors, je remercie énormément nos 5 résidents qui ont présenté. C'est rendu notre 3e année. Alors, l'année prochaine, on va faire la même chose. Et je vous invite à remplir le formulaire d'évaluation. Et pour vous garder sur votre appétit, regardez bien vos courriels. Camille et la FMC vont envoyer dans les prochaines semaines. C'est quoi le sujet pour le mois de mars? On a décidé de faire un petit peu l'intrigue. Alors, regardez bien vos courriels pour qu'on puisse se revoir le dernier mardi de mars. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde d'avoir été là.